à des moments très durs de la vie de tous les peuples. Dans chaque pays, depuis 50 ans, on est dans un désordre croissant. Les anciens sont découragés, mais les jeunes attendent en vain une espérance. Que croire encore? À qui croire? Quel avenir imaginer? Et pourtant, on assiste au spectacle d'un monde en pleine déchéance. Ceux qui ont vaincu en 1945 ont été absolument incapables d'utiliser leur victoire. Les Anglais ont perdu leur empire colonial. La France a perdu son empire magnifique qui s'étendait sur toutes les mers. Et finalement, ce sont les vaincus qui ont gagné. L'Allemagne est le pays le plus fort maintenant du monde, ou au moins de l'Europe. Et le Japon est en train de dominer l'Asie. Et en face de tout ça, nous devons faire le bilan. Le bilan du passé et en même temps établir les possibilités d'avenir. Et quand nous pensons au passé, il nous faut nous souvenir non seulement de Hitler, de Mussolini, de ceux qui ont été vraiment les éléments dynamiques de l'Europe d'alors, mais aussi d'un pays comme la France, qui a connu en 1940 et jusqu'en 1945, et qui continue à connaître le même désordre, qui a connu une épreuve à peu près indicible dans son histoire. Et une épreuve dont on se demande vraiment comment elle n'en serait jamais sortie si elle n'avait pas eu à sa tête l'homme que vous vénérez encore aujourd'hui, le maréchal Pétain. Et c'est de lui avant tout que je vais parler. Et c'est sa mémoire même que je veux réhabiliter à cette heure où cet homme si loyal, si généreux, qui s'est donné avec tant de foi à sa patrie, est sali tout part, est présenté comme un traître. Alors, Pétain a été vraiment l'homme de la Providence. Si vous ne l'aviez pas vu, que se serait-il passé? La France est sortie d'une épreuve terrible en étant encore forte. Tandis qu'elle était arrivée à cette épreuve en état de déliquescence. Et Pétain était un homme âgé qui ne voulait à aucun prix du pouvoir. Sa vie était 50 ans derrière lui. Il ne faut pas oublier que Pétain avait déjà 14 ans à la guerre de 70 et que, avant la guerre de 1914, mais il était une espèce de bête noire parce qu'on le prenait pour catholique. C'était ça aussi la démocratie, qu'il ne permettait même plus de croire à quelque chose. C'était Combes qui expulsait tous les religieux de France. Moi, si je suis devenu belge, c'est à cause de ça, à cause de Combes, qui avait expulsé 3 maisons qui étaient jésuites. Au nom de quoi? De quelle liberté? Eh bien, à Pétain même, qui était officier, la République des Fiches lui avait demandé de dénoncer ses propres officiers qui allaient à la messe. Et il avait répondu d'ailleurs merveilleusement, lui qui n'allait pas à la messe. Il avait répondu, moi à la messe, j'y vais tous les dimanches, mais je suis au premier rang. Et ainsi, je ne vois pas ceux qui sont derrière. Mais on en était là déjà avec cette farce démocratique.
d'une fausse liberté caricaturée avec laquelle on écrasait les consciences. Et Pétain qui était quand même le génie le plus remarquable au point de vue militaire de la France, et ce qui était le plus humain, eh bien, il a même failli ne pas participer à la guerre de 14. Avant la guerre de 14, il était colonel, et il était entendu qu'il ne serait jamais que colonel. Et 3 ans après, il allait à la retraite. Ça donc était déjà à ce temps-là un miracle qu'il ait pu surnager. Bon, il entre dans la guerre. On a poussé avant un tas de militaires francs-maçons, une guerre d'ailleurs imbécile, la guerre qui a frappé la France d'une façon terrible, et on ne sait pas jusque quand, la guerre qui a exterminé la jeunesse française, pour qui? Pour les Serbes. Mais quand on pense à ça maintenant, qu'on a déclenché une guerre mondiale fantastique pour ces Serbes, qui étaient des farceurs et des escrocs, ils le sont toujours. Mais là encore, ils sont démocrates. Eux, ils peuvent exterminer des centaines de milliers de gens. Ils peuvent en expulser des millions pour maintenir la propreté raciale de leur race. Et ce racisme-là, il est bien. Il n'y a pas de manifestation dans les rues pour ça. Ah, s'il y a une affaire avec une dominicaine, on met des milliers de personnes dans la rue pour manifester. Mais quand un peuple est en train d'écraser tous ses voisins, parce qu'ils veulent leur territoire, mais ils ne veulent pas les gens dessus, mais quand ils font ça, tout le monde est là, impuissant. On ne fait rien. Il n'y a pas un pays qui bouge. Ils sont soi-disant l'Europe. Vous voyez l'Europe? 51% des Français ont voté pour le marché commun. Bon. Et maintenant, celui qui leur disait de voter pour le marché commun, il est maintenant contre. Parce que le marché commun se met avec les Américains. Il ne s'est pas passé un mois que tout est à par terre. Et les Américains, qui vous ont entraîné comme un misérable troupeau jusqu'à l'Irak, c'est vos garçons français qui ont été avec leurs chars trottés là-bas dans les déserts pour maintenir un pays du Moyen-Âge, comme avec un pays artificiel fabriqué par les Anglais en 1964. Parce que les Américains voulaient s'assurer le pétrole et parce qu'on voulait que le chemin soit libre aux Juifs qui ont le vieux plat du Nil à l'Euphrate. Alors dégageant cette région, tout était ouvert aux Juifs. Eh bien, on a admis tout ça. Et en 14, pour 3 millions de Serbes, qui étaient les hommes de main des pan-russes, qui voulaient prendre les Balkans, et qui étaient les hommes de main du petit Poincaré, qui comptait arriver en Alsace-Lorraine par Belgrade. C'était ça. Et on a fait périr 1 600 000 jeunes Français pour ça. C'est ça que la France est malade depuis 3/4 de siècle. Elle a perdu sa jeunesse dans un massacre imbécile, qui est une escroquerie jusqu'au bout, c'est certes. Dont on admet tout à cette heure. Mais ces Serbes, qui étaient 3 millions, ont pu voler les terres de 9 millions de voisins, les Croates et les Bosniaques. Et comme ça leur échappait maintenant, mais ils ont dit on va voler les terrains, mais on va tuer les gens qui sont dessus. Et tout le monde admet ça. C'est bien vous dire que la démocratie est une farce depuis toujours, parce que c'est pas une vraie démocratie. La démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple ne doit pas nécessairement se manifester en votant pour 500 imbéciles qui seront députés. Je serais curieux de vous demander à vous tous maintenant, qui allez voter en France dans quelques mois, le nom de 100 de vos députés. Vous seriez incapable de me les dire. Ou de me donner les noms de 10 de vos ministres. Vous ne pourriez pas non plus le dire. Vous pourriez dire tout juste les noms que vous l'avez vu dans les journaux ces jours-ci, ces mois-ci,
à propos d'escroquerie. Ça, on s'en souvient plus ou moins. En fait, c'est le seul dont on parle. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en dehors de leurs escroqueries? Ces escroqueries sont nécessaires à leur réélection. Des réélections auxquelles vous participerez sans aucun enthousiasme ou même souvent avec dégoût. Mais ça coûte des milliards. On voyait encore ces jours-ci, c'est d'une de vos ministres. Celle-là, vous connaissez le nom. Georgine, quel prénom épouvantable, Georgine Dufoy. 2 millions de francs de commission sur un simple appareil de scanner. Et tout ça, on vous les présente à la télévision, ils sont la flambard. Alors, quand est arrivée l'approche de la Seconde Guerre, souvenez-vous, en France, il y avait en 20 ans 2000 ministres. Mais comment voulez-vous diriger un pays dans une foire pareille? Mais même encore maintenant, vous avez un gouvernement qui sait que dans 4 mois, il n'existera plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel projet est-ce qu'il va pouvoir entamer? Eh bien, en 1940, on a vu se préparer la répétition de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui n'était nécessaire en rien. Hitler n'a jamais pensé pas une seconde à conquérir l'Occident. C'est pas l'Occident qui l'intéressait, c'était les immenses terres de l'Est, c'était le communisme à balayer, c'était 300 millions d'hommes à libérer, à les réintroduire dans la communauté européenne. Jamais Hitler n'avait pensé à faire d'un Parisien un Prussien, ni d'un Boudonnais de mon pays un Bavarois. C'était des choses qui étaient absolument hors de ses pensées. Mais si au moins ces gens avaient voulu la guerre, ils auraient dû s'y préparer. Et quelle préparation avait-il? Le pauvre Pétain a fait une inspection des fortifications avec Daladier et avec Gamelin. Majestueux imbécile. Et Pétain, en revenant, leur a dit: mais comment est-ce que vous pouvez, dans cet état, penser à une guerre? Mais la guerre, il la voulait, pour des motifs bien simples. D'abord, le marxisme, dès alors, avait fait faillite. Maintenant, évidemment, c'est éclatant pour tout le monde. Mais ils avaient eu, en face d'eux, la grande expérience sociale du nouveau Reich. Parce que ça, on ne parle plus jamais de ça. Quand on parle d'Hitler, c'est pour parler des sans-bagages. Mais quand même, quand Hitler est arrivé au pouvoir, porté par le peuple, mais en 10 ans de travail, retournant un pays entier, et pas en 3 semaines de campagne électorale, les élections non seulement étaient absolument libres en Allemagne, mais devaient supporter une concurrence effroyable de la gauche, et notamment du Parti communiste, qui était le 2e pays d'Allemagne, le 2e parti d'Allemagne. Eh bien, Hitler est arrivé au pouvoir librement, mais en tenant dans ses mains un pays ruiné. Mais non seulement il est arrivé au pouvoir parce qu'il était le plus puissant, et parce qu'il avait été choisi par Hindenburg, mais il a fait faire tout de suite après des élections où ont voté les socialistes et les communistes. Et il y a eu la majorité absolue. Alors ça, c'est une démocratie. Le peuple ne doit pas nécessairement voter pour un troupeau de parlementaires. On peut voter aussi pour un homme qu'on connaît, qu'on a vu à l'œuvre et qu'on aime. C'était ça. Et c'est par la suite le même cas avec Pétain. Tous les gens de notre bord, c'était des gens aimés par leur peuple. Mussolini, les Italiens aimaient passionnément Mussolini. Et qu'est-ce qui a succédé? 50 gouvernements, 50 ans. Ils ont changé de gouvernement chaque année. Mais vous imaginez une industrie
où tous les ans, on changerait de président du conseil d'administration, de directeur général, d'ingénieur, de méthode de travail. Et l'usine ferait faillite. Mais chaque pays, c'est une grande usine. C'est pour ça qu'elles font toutes faillite. Et Pétain était l'homme qui était resté le modèle en France. Et il était resté le modèle parce qu'au cours de la guerre de 14, non seulement il a été un chef de guerre extraordinaire, qui a gagné Verdun quand même, mais il a été aussi l'homme qui épargnait les troupes françaises. Parce que ça aussi, on ne l'explique pas aux gens. On a massacré de façon horrible le peuple français. Des généraux comme Nivelle, qui faisaient tuer plusieurs centaines de milliers de soldats en une semaine. Ce massacre de la France, 400 000 soldats inconnus. Il n'y en a pas qu'un à l'Arc de Triomphe. Il y en a eu 400 000 qui ont été tués à travers tous les champs et tous les bois. Ça veut dire que la chair humaine, ça ne comptait plus. Eh bien, pour Pétain, ça comptait. Et Pétain était l'homme qui veillait à ces gens, qui ne calculait une offensive que quand il avait pris un maximum de dispositions pour gagner, et en second lieu, pour sacrifier le moins de soldats possible. C'était celui qui leur donnait des détentes. Les troupes de Pétain ont eu une moyenne de 40% de temps de commission, de vacances, de congés. Tandis que dans le reste de l'armée française, c'était 13%. C'est l'homme qui non seulement a fait Verdun et l'a gagné, mais c'est celui qui avait fait aussi, en fait, la grande victoire de 1918. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la France était quasiment perdue. Les troupes allemandes étaient arrivées à 1 heure de Paris. Et c'est quand Ludendorff a lancé le 15 juin 1918 sa dernière offensive près de Reims que Pétain, qui était l'homme qui consommait peu de gens, a imaginé de replier ses lignes en silence à 15 kilomètres pour être à l'abri de l'artillerie. Et Ludendorff a broyé 15 kilomètres. Pour rien, il n'y avait plus personne. Et puis quand il a voulu avancer, mais les troupes de Pétain étaient fraîches. Et c'est par cette humanité que Pétain s'était fait aimer. Et en 1938-39, quand les grands dangers approchaient, Pétain était au cran d'arrêt. Parce que les ennemis que nous connaissons maintenant, ils existaient alors. Je vous ai dit tout à l'heure, d'abord, le marxisme. La grande expérience d'Hitler avait bouleversé les données sociales. D'abord, la base du marxisme, c'était la lutte des classes. Proposition absolument imbécile. Déjà unies, les classes ont bien du mal de s'en tirer. Et si vous lancez la classe ouvrière et le patronat les uns contre les autres, vous êtes sûr d'un échec retentissant. C'est pour ça que le marxisme a perdu partout, et notamment s'est écroulé en Russie. Donc Hitler avait basé sa résurrection de l'Allemagne sur la réconciliation des classes, fabriquant l'argent nécessaire pour permettre à l'industrie de se remettre en route. La moitié de l'industrie était morte. Il y avait 6 millions de chômeurs, c'est-à-dire au moins 20 millions de victimes du chômage. Puis regardez ça maintenant. Tous ces pays soi-disant démocrates, ils ont eu moins de chômeurs qu'Hitler. Et au lieu de les éliminer, ils en ont chaque année plus. En France maintenant, il y en a 3 millions. Mais il y en avait 400 000 en 1940. En Espagne, où il y en avait pour ainsi dire pas, il y en a aussi 3 millions. Et quand le gouvernement espagnol est arrivé au pouvoir, socialiste, ils avaient dit, nous réduirons le chômage de 800 000 hommes. Ils n'en ont pas réduit d'un seul et il y en a 500 000 de plus. Eh bien, cette faillite du marxisme avait été éclatante dès cette époque.
les 6 millions de chômeurs avaient été remis au travail en 2 ans. En 2 ans. Sans effort de guerre. On ne parlait pas de guerre entre 1933 et 1935. On avait construit 1 750 000 maisons. Mais des maisons. Pas ces quartiers lépreux alignés à la sortie des villes, où il y a là 500 000 maisons les mêmes, des pauvres petits appartements, ces casernes qui sont maintenant envahies par les peuples de couleur. Et en Allemagne, 1 750 000 maisons qui étaient coquettes, gentilles, avec un jardin où les gosses pouvaient jouer, où la femme pouvait avoir ses légumes et tendre son linge, où l'homme pouvait lire son journal. Et ces maisons se payaient en 10 ans. Et à chaque enfant, ça tombait d'un quart la dette à l'État. C'est-à-dire qu'une famille qui avait 4 enfants en 10 ans, elle avait sa maison pour rien. Je lui disais ça un jour à Hitler, mais vous vous ruinez à ce système-là. Il me dit, mais pas du tout. Une famille qui a 4 enfants, elle m'apporte beaucoup plus d'impôts que ce qu'on devrait me payer pour la maison. Et ça, c'était intelligent, c'était logique. Et c'est comme ça que le peuple allemand avait, au moment de la guerre, 1 600 000 enfants par an. Tandis que la France n'en avait plus que 600 000. De 600 000 à 1 600 000. Ça aussi, c'était la chute du marxisme. La famille ouvrière vivait heureuse, vivait tranquille, avec sa maison, avec son travail. Les autoroutes. Mais quand vous voyez maintenant le drame que c'est de construire quelques centaines de kilomètres d'autoroutes ou de chemins de fer. Mais il y avait eu 7000 kilomètres d'autoroutes construites. Et d'une façon extrêmement humaine. Maintenant, pour faire une autoroute, il faut déplacer des gens, on doit les transbahuter, briser les familles pendant des mois. Mais il y avait des villes ambulantes qui suivaient la route. On construisait pour les travailleurs des cités qui avançaient avec la route, et où il y avait des écoles, où il y avait des restaurants, où il y avait des cinémas, où il y avait des salles de musique. Mais tout ça, ça avait montré au peuple, non seulement de l'Allemagne, mais de tous les pays d'Europe, qu'une grande réforme se faisait là-bas. Et Pétain, il ne faisait pas des coups d'éclat, mais il faisait chaque fois remarquer, voyez ce qui se passe, et ne vous jetez pas comme des fous contre cette muraille. Et quand les gens du régime ont vu que ces conseils pouvaient être dangereux, qu'est-ce qu'on en a fait? Mais on l'a envoyé à Madrid, comme ambassadeur. Et voilà Pétain, qui a déjà 83 ans, le voilà catapulté à Madrid. Pourquoi faire? Pour réparer toutes les folies du gouvernement du Front Populaire. Ce pays-ci, on avait jusque par-dessus la tête des Français. Pensez que Léon Blum a été jusqu'à proposer en Conseil des ministres l'envoi de 3 divisions françaises en Catalogne, qu'ils ont été pendant toute la guerre les grands fournisseurs d'armes et de munitions qu'on passait au Front Populaire pour lutter contre les libérateurs de ce pays. Alors, il fallait quelqu'un pour réparer, parce que malgré les brigades internationales, malgré tous les appuis de la gauche, ils avaient été d'échec en échec. Échec parce que c'était mal organisé leur histoire, et parce qu'ils étaient des assassins. Ils avaient commis des crimes effroyables qui avaient soulevé toute l'Espagne. Il fallait donc quelqu'un pour essayer de raccommoder la vaisselle. Parce que Pétain, il disait ça. Quand la vaisselle est cassée, c'est moi qu'on appelle pour la raccommoder. Ben, on l'a envoyé ici en Espagne. Mais imaginez ce que fut pour cet homme l'arrivée dans ce pays. Il est arrivé à San Sébastien. Madrid n'était pas encore libéré. Et il y a eu les accords Bérard, on avait quand même promis, en compensation, de remettre à l'Espagne l'or espagnol qui était passé en France, conduit par les Rouges.
tout le matériel qui s'est passé de ce côté, tout le bétail qu'on avait fait passer de Catalogne dans le Roussillon. Et on l'envoie, mais rien n'était réalisé de ça. Mais imaginez-vous que Franco n'a même pas voulu le recevoir quand il était nommé ambassadeur de France. Il a fallu 1 mois avant que Franco ne le reçoive. Et le recevoir très froidement, debout, sans lui donner une chaise sur laquelle s'asseoir, ne l'accompagnant pas à la sortie. On en était là, le pauvre Pétain racontait lui-même que quand il sortait avec sa femme dans la rue, les gens tournaient le dos ou crachaient devant lui. C'est pour ça qu'on l'envoyait. D'abord pour en être quitte en France, et deuxièmement parce que c'était le seul qui pouvait réparer quelque chose. Et en quelques mois, on a vu cet homme, ce vieillard si digne, d'abord se concilier les gens, et puis attirer leur affection. Mais il était aussi habile. Il a fait tout le tour de l'Espagne, province par province. Il n'avait pas peur d'affronter les gens. Mais il emmenait avec lui des centaines de paquets de cigarettes, avec une petite carte de visite, souvenir du maréchal Pétain. Et chez les Richard à Madrid, il leur envoyait du Moët et Chandon, avec aussi une belle petite carte de visite. Et en quelques mois, mais il s'était concilié l'Espagne. Mais vous imaginez, s'il n'y avait pas eu Pétain à cette époque, quel danger c'était pour la survivance française. La France voulait se lancer dans la guerre, poussée par une poignée d'énergie humaine. Le peuple français n'a pas voulu la guerre. Alors, flanqué dedans. Mais s'il y avait eu cette inimitié espagnole, quand l'armée française a été enfoncée, quand elle était repoussée au-delà de la Loire, quand déjà les chars allemands entraient dans Lyon, si la France avait dû supporter à ce moment-là le choc de l'Espagne, si l'Espagne était dévalée des Pyrénées pour se venger de la guerre qu'on lui avait faite, elle était en fait en droit moralement de se venger. On avait quand même fait périr des milliers d'Espagnols avec les obus et les balles fournies par les Français. Et on a eu les Malraux et compagnie tirer sur les Français, les Espagnols, du haut de leurs avions. Eh bien, si, en mai et juin 40, l'Espagne était entrée en guerre comme c'était très possible, mais la France eût été anéantie. L'Espagne avait une armée aguerrie, bien préparée, et c'est la sagesse de Pétain, et elle seule, qui a empêché la guerre d'éclater à la frontière du Sud. Mais en France, ces gens-là s'étant lancés dans une guerre insensée, avaient finalement été pris de panique. Et alors on allait les voir, en même temps qu'ils l'avaient expédié en Espagne pour en être quitte, leur appeler mais une demi-douzaine de fois pour qu'ils viennent dans un gouvernement avec eux. Et c'est vraiment très drôle de relire toutes les lettres de Pétain à ce sujet-là. Comment cet homme qu'on a présenté comme un vieillard qui s'était emparé du pouvoir par ambition sénile, l'a refusé de façon implacable, mais 6, 7, 8 fois. Dès que la guerre a commencé, on l'a supplié d'entrer dans le gouvernement, pour donner au moins un peu de morale au peuple français. Chaque fois, les réponses étaient là, je ne veux entrer à aucun prix dans votre baraque. Et avec des termes cinglants, flagellants. Et on a eu beau faire, on l'a fait revenir plusieurs fois à Paris. Et on est venu le trouver à Madrid, le suppliant d'entrer dans une équipe. C'était Daladier, c'était Reynaud, c'était tout le monde qui lui offrait le pouvoir. Et il est resté inflexible. Et quand en avril, on sentait vraiment que tout allait craquer, eh bien, il a accepté pendant quelques heures. Et puis il a dit non, ça ne marche pas. Je n'ai pas confiance dans votre équipe, vous allez être vaincu.
Ils étaient sûrs de ça. D'ailleurs, tous les gens intelligents dans l'armée française le savaient, Weygand la même chose, que c'était une guerre perdue à l'avance. Le général Guilmin avait été faire un tour en Allemagne, examiner leur aviation. Mais il avait dit en revenant, nous ne tiendrons pas 15 jours. Et sachant ça, on faisait la guerre quand même. On mobilisait 5 millions de soldats. Et la guerre moderne, ce n'est pas 5 millions de soldats, c'est un bon matériel de guerre. En face de cette bêtise de la démocratie française qui n'avait rien compris aux guerres futures, mais Hitler lui avait inventé la guerre moderne, la guerre des chars et de l'aviation. En fait, la guerre de l'Occident, elle a presque rien coûté à Hitler. Il a eu 12 000 morts pour tous les fronts depuis la Norvège jusqu'aux Pyrénées. C'était vraiment insignifiant. Et il n'avait pas plus de matériel que les Français, il en avait même un peu moins. Et il avait inventé une nouvelle stratégie. Et De Gaulle a joué au malin, à cette époque-là, dans son livre Au fil de l'épée, dans lequel il a dit que l'intervention massive des chars était nécessaire. Parce que ces gouvernements français, ils avaient inventé tout juste ça. 4 chars par bataillon. C'est une espèce d'artillerie d'accompagnement. Hitler avait inventé, lui, la masse des chars, des divisions entières, accouplées, qui fonçaient. Mais ce que n'avait pas inventé De Gaulle, et qui était capital, c'était l'aviation qui faisait la même chose. C'était les centaines de Stukas qui plongeaient, qui fauchaient tout devant les chars, et les chars passaient sur le terrain déblayé. Et De Gaulle a joué au prophète. Les Anglais, déjà en 1917, avaient inventé la guerre des chars. Et l'histoire de l'aviation, mais De Gaulle l'a rajouté en 1945, quand c'était fini. Quand Hitler lui avait donné la leçon. Mais la France n'était donc pas en état. Mon Pétain, sachant qu'on allait au désastre, avait fait tout pour conjurer tout le monde de ne pas marcher dans cette aventure. Et puis, quand vraiment tout a sauté, quand en 3 jours la guerre était perdue, parce qu'elle était perdue en 3 jours à Sedan, le reste n'avait qu'un déroulement. En 3 jours, Sedan avait été broyé, crevé d'outre en outre, à la fois par les Stukas et par les chars. Puis cette poussée vertigineuse vers la mer du Nord. Quand on passe à la bêtise des gouvernants français, qui à ce moment-là ont cru qu'il arrivait à Paris. Mais ce qui intéressait Hitler, c'était de couper les forces françaises qui étaient filées vers la Hollande et vers la Belgique. C'était pas d'aller à Paris. Mais à Paris, imaginez ça, au ministère des Affaires étrangères, on jetait les documents ballot par ballot dans les jardins pour les brûler le 16 mai. Alors, quand ils ont été pris de cette panique, on a encore rappelé Pétain. Et c'est seulement alors, quand la situation était pour ainsi dire désespérée, qu'il a accepté d'être vice-président du Conseil. Mais ça ne présentait plus pour lui, d'abord, ça ne l'intéressait pas, vu son âge, mais ça ne présentait plus pour lui le moindre intérêt, parce qu'il savait qu'on n'arrêterait plus cette vague. Une tactique nouvelle de guerre venait les broyer. Et qu'en face de ça, l'armée française n'avait plus d'âme. On n'avait plus envie de se battre. Il y a eu évidemment des héros partout à travers la France à ce moment-là, mais des poignées. Les gens savaient bien que ça ne servirait plus à rien. Et quelle panique dans le public. Les millions de gens courant sur les routes. On voit encore les photos de cette époque. Ce spectacle ahurissant des familles, les gosses qui poussent les charrettes, les verres d'eau qu'on vous vendait à 10 francs le verre d'eau. Et courir où, ils ne savaient plus où aller, plus ils couraient, plus ils devaient aller plus loin. La France était donc perdue quand finalement Pétain se dit mon prestige aidera peut-être encore à maintenir le moral de la nation. Parce que c'est ça qu'on voulait. Une icône, comme il disait dans les milieux de gauche. Il voulait une icône. Et l'icône, c'était le maréchal
qui était très bien en Espagne, où il faisait un voyage très utile, et où avant de partir, Franco, qui au début n'avait pas voulu le recevoir, l'a fait venir, le suppliant de ne pas aller à Paris. Il disant, vous allez vous jeter dans une catastrophe. Mais l'autre, en patriote prêt à tout pour sa patrie, est venu tout de même. Alors le voilà dans ce gouvernement. Puis on fait venir Weygand. Weygand qui avait aussi 72 ans. Il en fallait reprendre des rescapés de la Première Guerre mondiale pour essayer de sauver l'affaire. Et voilà, qui sont en face d'une impossibilité absolue de résister. Tout le Nord est coupé. Et il y a même eu cette phrase extraordinaire de Pétain. Parce que Weygand avait essayé de passer pour rejoindre quand même les troupes qui étaient perdues de l'autre côté en Belgique et en Hollande. Et il a dit, ben, vous n'avez plus qu'une ressource, serpente des pigeons voyageurs. On en était là. Il n'y avait même plus un téléphone qui marchait. Pour téléphoner avec les armées qui avaient été coupées par une poignée d'Allemands. Les troupes de Guderian, c'est une poignée de types. Il fallait téléphoner à Londres pour que de là on ait le relais avec la Belgique. Alors, à ce moment-là où les Anglais auraient pu quand même aider un peu, eux qui avaient poussé avec tant de vigueur la France les 2 fois à faire la guerre, Jean va envoyer des troupes insignifiantes, et dès le 24 mai, ils finissent rembarquer. Tout ce qu'on n'a pas dit du pauvre roi Léopold en Belgique, quand il a capitulé le 28. Mais il y avait déjà 4 jours que les Anglais étaient filés, qu'il n'y avait plus moyen de rétablir les communications. Et dès ce moment-là, c'est la débandade de tous ces gens. Le seul qui reste calme et d'un calme extraordinaire, c'était Pétain. C'était d'ailleurs un bel homme qui avait beaucoup de prestance, qui avait une peau très claire, presque rosée, et une dignité dans son comportement. Mais lui, il est resté calme. Mais la panique des autres. D'abord, il va falloir évacuer Paris. Parce que la première phase d'offensive allemande, c'était la course de Sedan à la mer du Nord, pour couper toutes les troupes qui étaient vers la Belgique et la Hollande. Mais la deuxième phase, c'était préparer la grande offensive vers l'intérieur de la France. C'était la seconde guerre, mais qui n'a été une guerre que de nettoyage. Imaginez la ligne Maginot, puissante comme elle était. Ça, la République avait trouvé le salut, elle avait une ligne Maginot la plus puissante du monde. Elle était traversée, le Rhin était traversé en Basel en 3 quarts d'heure. Guderian en 2 jours était arrivé à la frontière suisse, ils étaient encerclés. Il n'y a pas eu de guerre à la ligne Maginot. Il y a eu quelques vaillants, puis c'est tout. Alors, le gouvernement, dans cette histoire-là, quand au moins il faudrait qu'une autorité se manifeste, c'est cette fuite éperdue de château en château. Déjà le 9 juin, ils s'enfuient de Paris. Et puis ils font tous les châteaux possibles et imaginables jusqu'à la Loire. Ils sont d'ailleurs là-dedans dans un inconfort total. Il y a un de ces châteaux, le château de Cancé. Il y avait en tout un téléphone. Et le téléphone, il était dans les WC. Alors, c'est d'un WC, d'un château de province qu'il fallait essayer de sauver la France. Chaque jour, c'est un autre château. Et au bout de 5 jours, ils étaient à Bordeaux. Ils étaient déjà à Bordeaux. Et à Bordeaux, avec tout un personnel politique qui ne pensait qu'une chose, c'est de s'enfuir de n'importe quelle façon. Ils avaient déjà fait préparer le Massilia pour s'enfuir par mer. Lebrun voulait s'enfuir à Perpignan. Reynaud ne savait plus quoi. Et il avait sa maîtresse, la comtesse de Porte, qui l'enguirlandait du matin au soir et qui, elle, était pétidiste. Oui, c'était leur corps, ça. Et qui a jeté ses clés dans l'ascenseur. Elle ne voulait plus parler avec son patron parce qu'il fallait qu'il s'en aille. Et même Reynaud, à ce moment-là, mais il a encore offert de rester avec Pétain. Il voulait se coller à ce qui pouvait encore être pour lui une bouée. Et les socialistes, Blum était là.
Mais dans le gouvernement qu'a formé, à la fin, quand tout était perdu, qu'a formé Pétain, mais il y avait deux ministres socialistes. Un s'appelait Rivière, un joli nom, et l'autre s'appelait Février, encore un joli nom. Mais il y avait, c'est bien vous dire que tout le monde s'accrochait à Pétain tant qu'on pouvait, n'importe qui était accroché à lui. Et Pétain, on a dit, alors maintenant, c'est l'armistice. Mais il faut voir avec quelle promptitude ces vieillards pouvaient réagir. Quand Reynaud a donné sa démission et que Pétain devait lui succéder, Lebrun lui dit, ben, essayez de former un gouvernement. Mais 3 heures après, il était avec sa liste. Son gouvernement était prêt. Il avait mis 3 heures pour établir un gouvernement. Et la nuit même, il mettait en branle l'ambassadeur d'Espagne, parce que eux qui avaient été leurs ennemis, les ennemis du Front populaire, on se raccrochait à eux aussi pour s'entendre avec Hitler. On chargeait les Quéricas de se mettre en rapport avec le quartier général d'Hitler, mais aussi en 3 heures, on avait l'accord des Allemands. Et puis, on allait à l'armistice à Rotonde. C'était évidemment pas gai de retourner dans le propre wagon de chemin de fer. On avait fait capituler les Allemands en 1918. Et de la part d'Hitler, c'était de bon jeu. Mais avec quelle amabilité on a reçu les Français. Et dans quelles conditions. Mais les Français ont été sauvés par l'armistice. Les conditions qu'a fait Hitler étaient non seulement des conditions très acceptables, mais aimables. Les délégués français qui sont arrivés sont passés devant les troupes présentant les armes. Et le général von Rundstedt a salué le courage de l'armée française avant qu'on commence la négociation. Et la négociation allait donner à la France une victoire multiple, alors qu'elle était au comble de l'abaissement. La flotte était sauvée et l'aviation était sauvée. Mais c'était comme inouï, ça. Ils étaient vaincus, aplatis, écrabouillés. Et Hitler leur laissait leur flotte entière, leur laissait leur aviation entière. Mais si il avait fallu continuer, et vous imaginez ça, il suffisait 2 jours encore et toute la France était occupée. Il n'y avait plus rien. Tout était ouvert partout. Si la guerre ça avait duré quelques jours de plus, il n'y avait plus de France. Et à cause de la dignité, du courage et de la vision d'avenir de Pétain, eh bien, le territoire était sauvé en partie, presque une moitié. Et les 2 grands points qui représentaient la France à l'extérieur, la flotte et l'aviation, étaient sains et saufs. Alors vous avez vu De Gaulle vraiment ignoble à cette époque-là, parce que c'était public. Dire, ils ont livré la flotte. Puis le vieux Churchill sauter là-dessus et venir écrabouiller les navires français dans la rade de Mercel-Québir. Ça, c'est quand même une chose inouïe, ça. L'Angleterre qui avait tout fait pour jeter la France dans la guerre, qui avait eu une collaboration presque nulle, elle se réveillait à ce moment-là pour écrabouiller la flotte française. Le vieil orgueil de l'Angleterre, être les maîtres des mers. La guerre de 1914, il l'avait voulu déjà pour ça, parce qu'il ne voulait pas de flotte allemande. Et bien c'était l'occasion entre toutes d'écraser la flotte française. La France vaincue, la France qui était au fond du désespoir, on lui sautait dessus, on massacrait 1600 marins français à Marcel-Québir. Et ça ne suffisait pas. 2 jours après, il y avait les funérailles, on bombardait les funérailles, 200 morts en plus. Ah, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et à ce moment-là, Pétain a montré sa maîtrise. Il a gardé son sang-froid. N'importe quel autre aurait dit, ben, on va leur casser la figure.
Mais il est resté de marbre. Il a rompu les relations diplomatiques, mais il n'y a pas eu un mot de plus. Et tout le temps pendant la guerre, il aurait une politique extrêmement habile pour ne pas précipiter les événements et arriver à des revers. C'est là que devenaient tous les politiciens, les vrais vaincus. Parce que Pétain représentait la France abattue. Mais qu'est-ce qui avait vraiment abattu la France? C'était ces hordes de politiciens du Front populaire qu'il avait envoyés sans préparation aucune, démunis, tous se lancer dans une furie où ils devaient périr immédiatement. Et ces gens-là, quand la guerre s'est terminée, il n'y en a pas un qui aurait osé retourner dans son village, tellement il craignait d'être écharpé. Et ce sont ces mêmes gens qui avaient presque tous voté pour Pétain. Parce que Pétain ne s'est pas imposé en France. Même à ce moment-là, il la sauvait. Il a voulu qu'on lui délègue le pouvoir. Et on lui a délégué le pouvoir à une majorité des 9/10, mais dans des circonstances extraordinaires. Ces gens-là, qui étaient absolument fichus politiquement, ils se sont quand même fait donner 3 mois de traitement d'avance. Ils s'attendent encore à s'emplir les poches. Et ils se sont fait garantir qu'ils étaient simplement suspendus. Ils restaient députés et sénateurs. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas? Dans les conditions de l'armistice, il y avait une condition contre laquelle ils auraient dû, eux, gens de gauche, protester. C'est que les apatrides, article 19, seraient rendus à l'Allemagne. Les apatrides, c'est-à-dire les juifs qui s'étaient enfouis. Bien, tous ces députés ont accepté ça. 113 députés du Front populaire ont voté ça. Et bien davantage encore, ils ont voté pour Pétain après la condamnation de Gaulle par le Conseil de guerre. Parce que De Gaulle a été condamné par le Conseil de guerre comme déserteur 4 jours avant l'Assemblée de Vichy, sous la présidence du général Delattre. Et tous ces gens ont accepté dans des louanges. Vous avez tous lu ce texte de Herriot, de Jeanneney. Herriot, ce gros boudin avec son col en celluloïde, et Jeanneney qui sautait dans son pantalon toute la journée. C'était ça la vieille France. Tous ces gens ont fait des discours éblouis à la gloire de Pétain. Et Pétain n'était même pas là. Il n'a pas assisté à un seul jour des séances. Il s'est tenu à l'écart pour que les gens votent pour lui, parce qu'ils voulaient vraiment voter pour lui. Ils votaient par peur. Ils votaient parce qu'ils étaient haïs, vomis par tout le peuple français, mais ils votaient pour ce Pétain qui les sauvait. Alors c'est là qu'on voit la lâcheté inouïe de tout ce monde, qui est retombé sur ses pattes en 1945 pour se hisser de nouveau au pouvoir. Dans les conditions, il y avait donc ça, l'histoire des apatrides. On dira, mais c'était quand même malheureux de rendre aux Allemands ces Juifs, pas les deux Français, les Juifs qui étaient arrivés de Pologne et d'Allemagne la dernière année, qui ne connaissaient pas un mot de français, qui étaient détestés par tout le monde. Mais ils acceptaient. Et quand on va en 1945, alors, quand les Anglais et les Américains ont livré aux Soviets, après la guerre, plusieurs centaines de milliers de Russes, à un seul pot de chemin de fer, il y en a 141 qui se sont sautés dans le vide. Arrivés au poste soviétique, ils se faisaient fusiller ou envoyer en Sibérie. Ça, quand les Alliés font ça, on n'a jamais un mot. Mais c'est pas merci. Les députés socialistes français, 118 députés socialistes ont voté. Alors, deuxième clause de la même importance, c'est que la France s'engageait à ne plus lutter militairement contre les Allemands.
c'était normal puisqu'il y avait armistice. Et la guerre terroriste, c'est une invention de notre époque. C'était condamné par la Convention de La Haye. Les civils ne peuvent entrer dans la guerre que quand ils ont un uniforme spécial et un brassard. Et que s'était-il passé avant? Parce que ces juifs qui est arrivé en France, évidemment, les fugitifs sont toujours des gens à plaindre. Il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus. La moitié était de gauche et d'extrême gauche. Un certain nombre étaient l'objet de poursuites de droit commun. Et on verrait dans les camps de concentration, vous avez des livres extraordinaires de résistants français, mais écrits en 1945, où ils racontent ce qui se passait chez eux. 80% des gens des camps de concentration étaient des condamnés de droit commun. Il y avait dans les camps de concentration en France 15% à peu près de résistants. Ce sont eux-mêmes qui le disent. Des bouquins ici de résistants, d'ambassadeurs, tout ça, qui vous donnent tous les détails là-dessus. Et le livre Probagne, c'est du professeur Richet, qui était membre de l'Académie de médecine. Ces gens ont vécu dans ces camps. Ah, c'était déjà donc un public interlope. Et ils étaient arrivés en France. Mais ce n'était pas nécessairement des Allemands. Les 2/3 étaient des Polonais. Le pays où les Juifs étaient poursuivis à mort, c'était pas en Allemagne, c'était en Pologne, qui était à ce moment-là l'allié de la France. C'était le colonel Beck qu'on recevait en triomphe à Paris, alors qu'il avait d'ailleurs commis un vol extraordinaire au ministère de la Guerre, en volant des documents au ministère. Eh bien, ces Juifs de Pologne aimaient tellement la Pologne qu'ils fichaient tous le camp. Et il y en avait un bon nombre en Allemagne, et il en était arrivé un bon nombre en France. Et puis il y avait un certain nombre de Juifs venant d'Allemagne. Pas très nombreux d'ailleurs. Et parmi eux, il y avait des gens importants, des grands écrivains. Il y avait par exemple le fils de Liebknecht, qui avait été le grand chef communiste de la révolution de 1918. Il y avait des écrivains connus dans le monde entier. Tout ça était là. Eh bien, le gouvernement du Front populaire, qui aurait dû les recevoir comme des frères, a lancé pendant ces 4 ans 53 décrets contre les apatrides. 53 décrets. C'est inimaginable tout ce qu'on a fait contre eux. Alors que c'était le devoir élémentaire pour des gens qui étaient leurs collègues politiques de les recevoir. Mais rien du tout. On ne leur permettait même pas de travailler. Ils devaient avoir des permis de séjour renouvelables tous les 15 jours. Et on les renouvelait ou on ne les renouvelait pas. Ils ne pouvaient même pas être logés. Les gens qui leur donnaient l'hospitalité devaient se déclarer. Et alors, dans tout ça, non seulement on leur rendait la vie impossible, mais on préparait leur incarcération. Et c'est là que je vais vous apporter des renseignements bien précis. Vous avez vu, voilà, quelques mois en France, cette cérémonie grotesque du Vel d'hiver, pour commémorer la livraison des Juifs à Auschwitz. On les livrait aux Allemands, on les livrait aux chambres à gaz. Mais il n'y a presque plus personne qui sache que le Vélodrome d'hiver et le stade Maubourg ont été remplis à Mac de Juifs et de Juives à la fin d'août et au début de septembre 1939, dans des conditions effroyables. Vous avez des livres là-dessus, voilà ici un livre de 2 Juifs, et puis de toute une série de témoins juifs. C'est épouvantable la vie qu'on leur a fait endurer. Et si vous voulez, je vais vous dire une ligne ou l'autre, et vous verrez que ça s'appelle vivre à Gurs. Mais les gens ne savent même plus ce que c'est que Gurs. Et c'est un camp terrible qui a été fait pour les Juifs. En 1938, il y a eu en France, sous le Front populaire, 48 camps de concentration. Et ça s'appelait camps de concentration, installés à travers toute la France,
pour attendre tous les gens qu'on se préparait à ramasser. Et le général Gamelin lui-même a été faire le tour de ces camps pour voir comment ça marchait. Et la guerre n'était pas encore commencée en Pologne qu'on ordonnait une rafle géante à travers toute la France. Alors, voilà. Brusquement, je vous cite quel mot. Au moment où la guerre fut déclarée, les personnalités marquantes de la gauche politique allemande, c'est-à-dire les Juifs, furent arrachés de leur lit, arrêtés et internés. Ceux qui avaient cherché en France une protection contre leurs persécuteurs, à présent, furent désormais considérés comme ennemis et parqués derrière des barbelés. Une semaine déjà, avant le début des hostilités, il y eut à Paris de nombreuses rafles et arrestations. Souvent, les arrestations avaient lieu la nuit. Des émigrés politiques furent tirés de leur lit, amenés à la préfecture de police, où ils étaient gardés pendant plusieurs jours, souvent aussi envoyés en prison et par la suite dans des camps, tout cela sans interrogatoire ni mandat d'arrêt. Ces arrestations eurent lieu sur la base du décret du 12 novembre 1938, c'est-à-dire en plein Front populaire. Alors vous avez ici 250 pages, avec les récits des tortures qu'ont connues ces gens. On les laissait sans manger, on les a trimballés dans tous les camps possibles et imaginables, jusqu'à la Méditerranée. Toutes les demandes pour les faire libérer étaient repoussées. Et quand est arrivé le 10 mai 1940, nouvelle rafle de tous ces gens, envoyés dans des conditions effrayantes dans tous les camps. Et c'est de tous ces gens qu'on a fait cadeau à Pétain. C'est pas Pétain qui a fait arrêter ces gens, ni personne de droite, c'est le Front populaire qui les a abandonnés, lâchés et flanqués sur le dos de Pétain. Voilà Pétain avec les charges effroyables de cette France perdue, avec ces millions de réfugiés perdus sur les routes, avec des difficultés de ravitaillement inouïes, avec l'armée allemande partout à ses portes, qui devait encore prendre en charge des dizaines de milliers de juifs qu'avait arrêté le Front populaire. Et alors, on assiste à une chose extraordinaire. Dans tous ces grands camps, Pétain en a fait libérer les 2/3. Il y a tous les récits de ces juifs là-dessus, qui vous expliquent comment ils suffisaient qu'ils donnent le nom d'une personne en France qui les connaissait, d'une maison où ils pouvaient aller tout de suite, ils étaient délivrés. Avec d'ailleurs des quiproquos extraordinaires. Il y avait des bons de sortie qui étaient signés du samedi. Eh bien, les Juifs ne s'en servaient pas, parce que c'était le samedi qui était leur jour religieux. Mais malgré ça, au lieu d'appuyer sur la pédale, tout de suite, Pétain lâche la pédale et laisse sortir un maximum de Juifs. Et le maximum sera tel que pour toute la guerre, sur 350 000 Juifs qui étaient en France, il y en aura 63 000 qui seront livrés. 63 000 sur 350 000. Et nous allons voir dans quelles conditions ils furent livrés. Et les Juifs, normalement, auraient dû se tenir peinards. Les conditions de l'armistice, vous voulez déjà qu'on les livre? Pétain tarderait 2 ans avant qu'on ne livre de Juifs. Et pourquoi est-ce que finalement il a accepté qu'on en livre un certain nombre? Pas aux Allemands d'ailleurs, à un camp français à Drancy. Pourquoi? Parce qu'on allait voir tout de suite ces Juifs apatrides. On allait les voir partout préparer et réaliser des attentats. Déjà au mois de juillet 40, il publiait une feuille en yiddish appelant la révolte. Au moment de l'armistice, le 11 novembre, ont eu lieu les premières manifestations anti-allemandes à Paris.
C'était avant tout des juifs. Il y a des centaines de noms de juifs dans ces livres. Tous ceux qui ont eu un rôle là-dedans. Et pendant quelques mois, il y a eu une série d'attentats avec déjà des morts, mais ça n'allait pas encore trop fort. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les Soviets étaient provisoirement les alliés des Allemands et que presque tous ces Juifs étaient des communistes. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir. Quand a éclaté la guerre contre l'URSS, mais en un mois, ça y est, Juifs et communistes ensemble vont se livrer à des centaines d'attentats. Alors la situation du pauvre Pétain était impossible. Ils étaient engagés à ce qu'il n'y aurait aucune manifestation de force contre eux. Et voilà, on tuait en plein métro un officier allemand. Déjà en 1941, un mois après l'entrée en Russie, paf, abattu dans le métro. Et puis de tous les côtés. Et puis des trains de soldats qui sautent. Mais vous avez des récits inouïs de tout ce qu'ils ont pu faire à ce moment-là, socialistes, et surtout communistes, et juifs. Évidemment, il y a eu d'autres résistants. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Quand la division Leclerc est entrée à Paris, il y avait 2500 types. Et les résistants de Paris, à le moment de la libération, ils étaient 1500. Et les juifs, comme les communistes, étaient quelques milliers, quelques dizaines de milliers au maximum dans toute la France. Parce que les communistes se sont présentés par la suite comme le parti des 75 000 fusillés. Il n'y a jamais eu 75 000 fusillés. Il est mort de toute la guerre 9 000 communistes dans des attentats parce qu'ils avaient été pris sur le fait. 9 000, pas 75 000. Et toute leur propagande de l'après-guerre a été montée sur un faux. Mais en attendant, les Allemands commençaient à s'énerver. Commençaient à dire, ah, putain, écoutez, ça ne peut plus continuer cette histoire-là, qu'on nous tire de tous les côtés dessus. Et c'est alors qu'a eu lieu l'histoire, la deuxième affaire du Vélodrome d'hiver. Il y a eu, non pas 100 000 types arrêtés, ni 13 000, ni 12 000, mais selon le Monde lui-même, 8 200 juifs qui ont été arrêtés. Qui ont été arrêtés sans violence, arrêtés par des Français, les Allemands n'ont rien eu à voir là-dedans. Mais envoyés à un camp français. Ils ont été au Vélodrome d'hiver, et de là on les a conduits à Drancy. Eh bien le camp de Drancy, c'était dirigé par 4 juifs. C'était des juifs qui dirigeaient le camp de Drancy. Et ça paraît extraordinaire. Bien moi qui suis un vieux client des prisons françaises, puisque j'étais dans 21 prisons en 1940, parce que je ne voulais pas la guerre.